À rentrer le 19 septembre, le 19 octobre, qu'est-ce que je raconte? Le 19 octobre, j'ai le Et si le vrai enfer n'était pas celui qu'on imagine, mais celui qu'on vit en silence pendant 28 ans? Pourquoi Lola Marois a-t-elle attendu tout ce temps pour briser enfin le mur du déni? Et surtout, qu'est-ce qui s'est réellement passé derrière les portes closes de ce couple si médiatisé, si admiré, et pourtant si profondément fissuré? Ce soir, Lola ne se cache plus. Sa vérité, crue, intime, fait vaciller l'image du conte de fées qu'on leur a inventé. Entre souffrance tue, amour déformé et âge qui creuse des abîmes, elle vide son sac, et rien ne sera plus jamais comme avant. Après 28 ans, Lola Marois admet enfin que son mariage avec Bigard était un enfer. Mais avant que son mariage ne devienne une cage silencieuse, qui était vraiment Lola Marois, cette étoile montante façonnée par Paris, Los Angeles et Madrid, acclamée sur scène bien avant d'être brisée dans l'ombre? Alors, comment une femme que tout semblait porter vers la lumière a-t-elle pu glisser pas après pas dans un mariage qu'elle décrit aujourd'hui comme un enfer? Comment Lola Marois, cette comédienne façonnée par 3 continents, applaudie sur les planches, chérie par le public de Plus belle la vie, a-t-elle pu se retrouver à étouffer dans ce qui devait être un refuge, un amour, une famille? À quel moment le conte de fées s'est-il transformé en huis clos où chaque silence pèse plus lourd que les mots? Pour comprendre ces confidences d'aujourd'hui, il faut revenir là où tout commence. Le choc des trajectoires, l'écart des âges, la collision de 2 mondes que rien ne destinait à se croiser. Née en 1982 dans un Paris vibrant, Lola est filleule de la sensibilité artistique. Un père photographe de mode, une mère écrivaine, des valises posées tour à tour à Los Angeles, Madrid, puis de nouveau sur les pavés français. Très jeune, elle apprend à regarder le monde avec intensité, à traduire les nuances, à sentir les fragilités. Elle joue au théâtre dès 12 ans, s'accroche aux mots comme d'autres s'accrochent à la musique, façonne sa voix, son regard, ses armes. Rien ne semble l'arrêter. Études littéraires brillantes, cours Florent, Académie Oscar Sisto, salles prestigieuses, comédies à guichets fermés, puis un rôle récurrent dans Plus belle la vie qui l'a fait entrer dans le foyer des Français. Une ascension saine, solide, presque classique. Et pourtant, derrière cette réussite, une faille qu'elle-même ne voit pas encore se creuse lentement. Le besoin d'être comprise, entourée, rassurée. Une faille qui, à terme, deviendra le terrain fertile de ses blessures. Car au moment où Lola brille, Jean-Marie Bigard, lui, avance déjà depuis longtemps dans le paysage médiatique. Une carrière écrasante, une personnalité tonitruante, un humour abrasif, un passé lourd aussi. Après son mariage avec Claudia en 1991 et une longue lutte pour devenir père, il accueille en 2009 le petit Sacha. Mais l'heureux événement ne suffit pas à réparer ce qui s'est fissuré. Le couple s'éloigne, se défait, s'efface. Et c'est au cœur de ce tournant émotionnel qu'il rencontre Lola. Elle est solaire, excessive, insaisissable. Il est intense, brut, déjà marqué par les années. À eux deux, ils forment un mélange improbable, presque dangereux. L'étincelle de l'amoureuse et la lourdeur du vétéran. On les décrit comme une version moderne de La Belle et la Bête. Mais qui est la Belle? Qui est la Bête? Et surtout, quelle bête sommeille réellement derrière les sourires des tapis rouges? Car derrière les photographes, derrière les plateaux télé, derrière le vernis d'un couple atypique, se cachent déjà les premières ombres. L'écart d'âge, 28 ans, n'est pas seulement une différence de génération. C'est une différence de rythme, d'énergie, de priorité. Lui approche des 60 ans, quand elle en a à peine 30. Lui est lassé du monde, elle veut encore le dévorer. Lui aspire au calme, elle cherche l'expansion. Une tension douce au début, presque romantique, mais qui se transforme vite en tiraillement incessant. Et puis viennent les confidences que Lola laisse tomber comme des fragments de vérité trop longtemps retenus. On ne peut plus faire de... commence-t-elle, avant de laisser sa phrase en suspens, comme si les mots eux-mêmes étaient trop lourds pour être libérés. Une interruption qui dit tout, la frustration, l'usure, les nuits où elle se sent seule alors qu'il dort à quelques centimètres, les soirs où elle tente encore de le suivre, mais où son corps, à lui, ne suit plus. Elle a beau aimer, soutenir, protéger, elle le dit elle-même, les années ne pardonnent rien à un homme qui en porte déjà 70.
Et au-delà des différences physiques, il y a les tempêtes intérieures, les blessures qu'elle ne montre pas, les crises qu'elle tait pour préserver les enfants, les jumeaux qu'ils ont tant désirés, Jules et Bella, élevés dans la foi de leur mère. Pour eux, elle encaisse. Pour eux, elle se tait. Pour eux, elle supporte les colères, les retours d'un homme vieillissant, fatigué, parfois cassant, souvent imprévisible. Pour eux, elle dédramatise, elle sourit, elle raconte que tout va bien. Mais au fond, quelque chose se fracture. Et c'est précisément cette fracture que Lola expose aujourd'hui. Non pas pour attaquer, non pas pour humilier, mais pour survivre, pour respirer, pour enfin dire ce qu'elle n'a jamais osé prononcer pendant 14 ans. La solitude dans un couple n'a rien à voir avec l'absence. Elle peut être là, tapie, entre deux respirations, entre deux regards qui ne se croisent plus, entre deux phrases que l'on n'a plus la force de terminer. Alors que s'est-il réellement passé dans ce mariage qui, vu de l'extérieur, semblait tenir par miracle? Pourquoi Lola choisit-elle maintenant, après presque 3 décennies d'écart d'âge et 14 années de vie commune, de révéler ce qu'elle appelle elle-même la vérité de l'ombre? Est-ce la fatigue, le poids du silence, ou la conscience, simplement, que l'on ne peut plus vivre dans un rôle que l'on n'a pas choisi? La suite risque de surprendre. Et pour la première fois, Lola ne recule plus devant ce qu'elle a longtemps fui, ses blessures. Pourtant, au-delà des fractures silencieuses que Lola Marois évoquait à demi-mot, une question demeure. Comment un couple séparé par 28 ans peut-il vraiment tenir face au temps, aux épreuves et surtout face aux désirs qui ne s'alignent plus? Car si le public les a longtemps vus comme un duo atypique mais solide, la réalité que Lola dévoile peu à peu laisse transparaître un tout autre paysage, bien plus nuancé, bien plus fragile. Et c'est précisément dans ces interstices que la vérité se glisse, celle qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute. Au moment où elle rencontre Bigard, Lola n'est pas seulement une femme libre, brillante, explosive, elle est aussi une artiste en mouvement, un esprit en quête de sens, une comédienne qui se construit pièce après pièce. Sa carrière, à ce stade, ressemble à un carrousel qu'elle ne contrôle pas entièrement. Une pièce de Laurent Baffy qui la bouscule, Shakespeare qui lui impose une rigueur tragique, des salles parisiennes où elle apprend à respirer sous les projecteurs, et même un détour par la musique avec un album électropop qui porte son nom. Tout cela, c'est Lola. Plurielle, vivante, imprévisible, tiraillée entre fulgurance et fragilité. Puis vient Plus belle la vie, en 2017, un tournant qui l'inscrit durablement dans l'imaginaire collectif. Une série qui réunit chaque soir des millions de Français. Une série où son visage devient familier, où sa voix résonne jusque dans les salons les plus discrets. Mais cette victoire professionnelle n'efface pas la réalité intime, celle d'une femme qui, en parallèle, tente de garder debout un couple porté par 2 temporalités opposées. Car si Bigard l'admire, la protège, la pousse parfois à montrer les crocs. Comme il le dit lui-même, il porte déjà sur ses épaules le poids de plusieurs décennies d'exposition médiatique, de combats, de fatigue accumulée. Et c'est là que se joue le grand paradoxe de leur relation. Un couple star, oui. Un couple qui dure, oui. Mais un couple qui avance côte à côte en portant chacun un passé trop lourd pour l'autre. Un couple où l'écart d'âge devient une sorte de 3e protagoniste, silencieux mais omniprésent. Lorsque Lola tombe enceinte en 2012, tout bascule. C'est un moment qu'elle décrit dans son livre publié en 2013 comme une étape à la fois merveilleuse et terrifiante. Les nausées extrêmes, les hospitalisations, les nuits où elle a l'impression que son corps l'a trahi, les jours où chaque respiration lui semble une victoire, cette grossesse n'est pas un chemin paisible. Elle l'affirme en 2025, dans un entretien à Jordan Deluxe. « Je ne pensais pas que porter la vie pouvait me mettre autant en danger. » Mais le plus sombre reste à venir. L'annonce d'un accouchement prématuré, les jumeaux qui arrivent de trop tôt, les machines, les perfusions, la peur viscérale que tout s'arrête avant même d'avoir commencé. Dans cette douleur, elle dit avoir trouvé en Bigard un roc, un homme là, solide, présent, presque méconnaissable aux yeux du grand public. Lui qui, sur scène, fait trembler les murs avec son humour cru, se retrouve dans la pénombre d'une chambre stérile à murmurer des mots qu'elle n'oubliera jamais. Dans cette épreuve, l'écart d'âge ne pèse plus. Il disparaît, balayé par l'urgence de sauver 2 vies minuscules.
Pendant plusieurs semaines, ils tiennent ensemble, se relayent, s'accrochent. Et dans ces instants suspendus, Lola croit encore que leur histoire peut traverser le temps. Mais la vie réelle, celle qui ne se vit pas sous les néons de l'hôpital, finit par reprendre ses droits. Et avec elle, les différences que l'on croyait effacées. Les enfants grandissent, Lola reprend sa carrière, Bigard avance vers ses 70 ans, elle court de tournage en répétition, lui aspire au calme, à un quotidien plus simple. Là où elle se sent renaître, lui se fatigue. Là où elle rêve d'explorer, il craint de s'épuiser. Ce qu'ils ont traversé ensemble les a unis, mais ce que le temps fait à chacun les éloigne peu à peu. Et c'est ici que la confession de Lola prend tout son sens. Quand elle dit « On ne peut plus faire de », ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un reproche. C'est l'aveu que leur rythme n'est plus le même, que leurs envies ne s'emboîtent non plus, que leur énergie n'a plus de point de rencontre. Une phrase suspendue, volontairement, parce que ce qu'elle suggère touche à l'intime, au vieillissement, à la peur de blesser. Mais ce non-dit, ce demi-mot, révèle plus que n'importe quel discours. À mesure que les années passent, Lola confie s'être retrouvée parfois face à un vide étrange. Je vivais avec quelqu'un, mais je n'étais plus certaine de vivre avec lui. Une manière pudique de décrire la solitude qui se serre autour d'elle, même entourée, même dépendante, même aimante. Car aimer ne suffit plus lorsque la vie ne ressemble plus à un chemin partagé, mais à deux sentiers qui se frôlent sans se rejoindre. Pourtant, le plus bouleversant dans son récit n'est pas la douleur, mais la lucidité. Cette capacité rare à regarder son histoire droit dans les yeux, sans scène, sans violence, mais avec une transparence nouvelle, presque désarmante. Pendant 15 ans, elle a défendu leur couple, elle a protégé leurs enfants, elle a porté l'image d'un amour atypique, mais solide. Mais aujourd'hui, elle admet que cette différence d'âge, qu'elle a longtemps minimisée, est devenue une frontière qu'elle ne peut plus traverser seule. Ce n'est pas une rupture brutale, ni même une décision tranchée. C'est une prise de conscience lente, intime, celle d'une femme qui sent que quelque chose doit changer pour qu'elle-même puisse continuer à respirer. Une décision qui naît dans le silence, qui s'impose sans qu'elle la cherche, comme un chemin qu'on découvre en avançant. Et au moment où elle prononce ces vérités, une question s'impose, vertigineuse. Qu'est-ce que Lola est prête à transformer pour ne plus s'oublier? Et si toute cette histoire, finalement, n'était pas seulement celle d'un couple au bord de la rupture, mais aussi celle d'une femme qui apprend à renaître dans un monde où tout se juge, tout se commente, tout se dissèque. Car au fil des mots que Lola Marois laisse échapper chez Jordan Deluxe, on sent autre chose que de la lassitude ou de l'amertume. On sent une vérité nue, une lucidité nouvelle, presque une paix qui commence à poindre derrière des années de tumulte. Et c'est là que son discours devient captivant, parce qu'il dit quelque chose de profondément humain. L'acceptation, la transformation, la réconciliation avec soi-même. Dans cette interview, l'écart d'âge revient comme un refrain imposé, une question mécanique, presque un cliché journalistique. 17 ans de relation, 14 ans de mariage, 2 enfants, un foyer, un parcours partagé. Et pourtant, toujours la même interrogation, la même curiosité presque carnassière. Comment faites-vous avec 28 ans d'écart? Lola y répond, pour une fois, sans filtre, sans s'excuser, sans esquiver. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle dit simplement ce qu'elle vit. On ne peut plus trop faire de marathon ensemble, lance-t-elle avec ce mélange unique d'humour et de tendresse qui la caractérise. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. L'âge, c'est l'âge. Le corps, c'est le corps. Et derrière sa légèreté apparente, on perçoit une vérité plus poignante. Celle des ajustements, des renoncements, des limites qu'il faut accepter pour préserver ce qui peut l'être. Mais plus surprenant encore, Lola parle avec un naturel désarmant de sa propre évolution, de cette liberté nouvelle qu'elle revendique haut et fort. Elle explique s'être lancée sur une plateforme réservée aux adultes, non pour provoquer, non pour choquer, mais pour se réapproprier son image, son corps, son désir. Elle veut montrer qu'on peut être mère, épouse, actrice, et continuer à exister comme femme, en dehors du regard conjugal, en dehors du couple, en dehors des étiquettes. Elle pose nue pour Playboy, et soudain, tout le monde hurle, tout le monde juge, mais Lola, elle, assume. Elle dit que c'est une démarche artistique, un acte de libération, un pied de nez à tous ceux qui voudraient l'enfermer dans une case. Et c'est précisément là que son discours bascule vers quelque chose de plus grand que sa relation avec Bigard.
Une réflexion sur l'âge, la féminité, la liberté, la vieillesse, la transformation des corps et des attentes. Elle ne renie pas son couple. Elle ne le fragilise pas par vengeance. Elle le raconte tel qu'il est devenu. Un espace où l'humour adoucit les écarts, où la tendresse compense parfois les limites, mais où chaque pas rappelle qu'il n'avance plus avec la même vitesse. Il est à la traîne, lâche-t-elle en souriant. Ce rire, pourtant, n'est pas moqueur. C'est un rire qui dit la vérité sans la rendre cruelle. C'est le rire d'une femme qui voit ce que le temps fait à l'autre, mais qui accepte aussi ce que le temps lui fait à elle. Car au cœur de tout cela, Lola Marwa ne parle pas seulement de la vieillesse de son mari. Elle parle de son propre besoin d'avancer, d'évoluer, de respirer. Elle dit qu'elle veut encore courir, encore expérimenter, encore brûler, encore créer. Et ce désir-là, elle refuse désormais de l'étouffer. Pendant longtemps, elle a cru que se fondre dans le rythme de l'autre était une preuve d'amour. Aujourd'hui, elle comprend que préserver son propre rythme est aussi une façon d'aimer, mais surtout une façon de se préserver. Ce qui frappe, dans son témoignage, c'est la maturité qui s'en dégage. Une maturité que la presse caricature, souvent réduite à des petites phrases provocantes, mais que l'on perçoit ici comme une sagesse nouvelle. Lola ne cherche pas à nier la réalité. Oui, son mari vieillit. Oui, leur écart d'âge façonne leur quotidien. Oui, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus partager. Mais ce qu'elle dit, entre les lignes, est encore plus fort. Elle n'en veut plus à la vie pour cela. Elle n'en veut plus à lui. Elle n'en veut plus autant. Elle semble, pour la première fois, accepter ce que leur relation est devenue. Non plus une passion flamboyante, mais une coexistence fragile, parfois bancale, faite de douceur, de nostalgie, de décalage et de compromis. Elle ne s'invente plus un couple idéal pour calmer les critiques. Elle n'essaie plus de prouver quoi que ce soit. Ce qu'elle offre désormais, c'est un regard honnête, nu, apaisé sur une histoire imparfaite, mais profondément humaine. Peut-être est-ce cela, finalement, la vraie renaissance de Lola. Cette capacité nouvelle à regarder son passé avec tendresse plutôt qu'avec regret. À regarder son mari avec bienveillance sans se sacrifier, à regarder son propre désir sans honte. Elle ne renverse pas la table, elle ne claque pas la porte, elle ne rompt pas dans un fracas médiatique. Non. Elle choisit un chemin plus discret, plus intime, celui de la vérité douce, celle qui ne détruit pas, mais qui libère. Et dans ce cheminement, l'humour reste leur dernière passerelle. Quand elle plaisante sur les marathons impossibles ou sur le fait qu'il est à la traîne, c'est aussi une manière de dire « nous ne pouvons plus avancer comme avant, mais peut-être pouvons-nous encore avancer autrement ». C'est une reconnaissance des limites, oui, mais une reconnaissance sans colère, sans façade, sans douleur inutile. Car derrière la femme flamboyante, il y a aujourd'hui une femme qui sait ce qu'elle veut, et surtout ce qu'elle ne veut plus. Et cette vérité-là, elle ne la dit pas pour blesser, mais pour se réconcilier avec elle-même. Une vérité douce, mature, presque sereine, qui transforme la Lola rebelle d'hier en une femme qui comprend enfin que la renaissance n'est pas dans la rupture, mais dans la clarté. Alors qu'est-ce que cette clarté va changer pour elle? Qu'est-ce qui, dans cet aveu, ouvre une nouvelle porte dans sa vie? La réponse se dessine lentement dans ses mots les plus sincères. Alors, au terme de ce long chemin traversé par les doutes, les silences, les éclats d'énergie et les aveux à demi-mot, que reste-t-il vraiment de Lola Marwa et de son histoire si particulière avec Jean-Marie Bigard? Peut-être quelque chose de plus subtil que ce que les médias racontent, plus profond que les ragots, plus vrai que les titres à sensation. Quelque chose qui ressemble à une femme debout, enfin consciente de ses forces, de ses limites, de ses besoins, et qui n'a plus peur de dire ce que la vie lui a appris. À travers ces mots parfois espiègles, parfois graves, mais toujours sincères, on devine une femme qui ne cherche plus à cacher, à réécrire ou à enjoliver. Elle se montre telle qu'elle est, un être humain, en mouvement, en reconstruction, en transition, comme tant d'autres à l'approche de la quarantaine ou de la cinquantaine, comme tant de femmes et d'hommes qui regardent soudain leur vie avec un peu plus de lucidité, un peu plus de douceur, un peu plus de courage. Car dans sa confession, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas non plus de grand fracas. Il y a simplement la vérité d'une femme qui accepte d'exprimer ce qu'elle a longtemps gardé pour elle. Une vérité qui ne détruit personne, mais qui répare. Une vérité qui ne juge pas, mais qui éclaire.
Et cette lumière qu'elle pose sur son histoire est sans doute la plus grande preuve de maturité qu'elle ait donnée au public. Oui, l'écart d'âge a pesé. Oui, le rythme du quotidien a fini par les séparer intérieurement. Oui, les marathons ne sont plus possibles. Et oui, certaines complicités d'autrefois se sont effilées. Mais au lieu de s'enfermer dans le ressentiment, Lola choisit l'acceptation. Elle choisit de regarder son mari non plus comme un obstacle, mais comme un homme vieillissant qui a donné ce qu'il a pu, avec ses forces, ses faiblesses, son vécu, sa fatigue. Elle ne cherche pas à lui retirer ce qu'il a été pour elle. Elle lui rend même hommage, en reconnaissant son soutien, pendant les moments sombres, notamment lors de la naissance prématurée de leurs jumeaux, quand la peur aurait pu les briser, mais les a finalement unis. Cette nuance, cette capacité à dire « voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui était beau », voilà ce qui était difficile, sans accabler, sans taire, sans exagérer, c'est peut-être ce qui émeut le plus. Parce que la plupart des histoires d'amour, des histoires de famille, des histoires de couple ressemblent à cela. Pas tout à fait un conte de fées, pas tout à fait un drame. Plutôt une succession de chapitres où l'on essaie de faire cohabiter deux vies, deux caractères, deux passés, deux corps, deux cadences. Et dans ce récit, Lola montre qu'il n'est jamais trop tard pour redéfinir la manière dont on veut vivre. Elle explique, à travers son ton léger et son humour grinçant, qu'elle refuse désormais d'étouffer ses désirs, son énergie, sa féminité. Qu'elle veut pouvoir continuer à exister pleinement, même si cela signifie sortir de sa zone de confort, provoquer les critiques, briser les conventions. Elle dit avec une sincérité qui désarme « Je veux me sentir vivante ». Et derrière ce mot, vivante, se cache tout un manifeste intérieur, celui d'une femme qui ne demande plus la permission d'être elle-même. Et pourtant, malgré ce désir d'émancipation, il n'y a aucune rupture brutale dans ses propos, aucune volonté de tourner la page dans un fracas dramatique. On sent au contraire une forme d'apaisement, presque une réconciliation avec le temps, avec ce qu'elle a habité et ce qu'elle devient. Elle ne renie rien, ni les années partagées, ni les élans du passé, ni les combats menés ensemble. Elle reconnaît simplement qu'une histoire peut se transformer et qu'il faut parfois accepter cette transformation pour ne pas se perdre en chemin. Peut-être que c'est cela, le vrai message que Lola Marois laisse derrière elle. La vie n'est pas faite pour rester figée. Elle n'est pas faite pour se répéter. Elle est faite de métamorphoses. Et dans ces métamorphoses, il n'y a ni coupable ni héros, seulement des êtres humains qui évoluent, chacun à son rythme, chacun avec son histoire, chacun avec sa vérité. Et cette vérité-là, elle la partage aujourd'hui sans craindre le regard des autres. Elle le fait pour les femmes qui se sentent jugées parce qu'elles vieillissent différemment que leurs partenaires. Pour celles qui ont peur de dire qu'elles ne reconnaissent plus le couple qu'elles avaient formé. Pour celles qui se sentent seules malgré l'amour ou malgré l'habitude. Pour celles qui veulent renaître sans détruire. Pour ceux aussi, car cela concerne autant les hommes, qui ne savent plus comment suivre le rythme de la vie quand le corps ralentit. Dans les derniers instants de son témoignage, on sent poindre une philosophie douce, presque méditative. Une phrase qu'elle ne prononce pas, mais que son regard semble dire « Nous ne sommes pas responsables de ce que le temps fait à nos corps, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons avec ce temps. » Et c'est peut-être cela la clé. Comprendre que la vieillesse n'est pas un échec, que la transformation n'est pas une menace, que le départ ou le changement ne sont pas des trahisons. Il n'y a que la nécessité, parfois, de se retrouver. Lola, elle, semble avoir décidé de se retrouver, de se reconstruire, de s'aimer à nouveau, de redonner une place à ses envies, à ses projets, à sa liberté, sans renier son passé, sans effacer son mari, sans écraser ce qu'ils ont construit, simplement en avançant, doucement, honnêtement, vers la femme qu'elle veut être désormais. Et au fond, cette démarche intime résonne avec chacun de nous. Qui n'a jamais ressenti ce besoin d'un nouveau départ? Qui n'a jamais eu peur de changer? Qui n'a jamais hésité avant d'oser dire ce qu'il ressent vraiment? L'histoire de Lolaï n'est pas seulement celle d'une actrice médiatisée, c'est l'histoire d'une femme qui, comme tant d'autres, tente de concilier l'amour, le temps, les attentes, la société, le corps, les rêves. C'est une histoire profondément humaine, et c'est sans doute pour cela qu'elle touche autant. Alors que ce récit se referme doucement, une dernière question demeure. Qu'allons-nous faire, nous, de notre propre vérité? Allons-nous l'étouffer, la retarder,
La maquiller? Ou allons-nous, comme Lola, accepter de la regarder en face, même si elle nous oblige à changer? Peut-être que la réponse tient dans un simple souffle, celui du courage, celui de la clarté, celui de la vie qui continue. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir écouté cette histoire, au-delà des apparences et des clichés. Si ce témoignage vous a touché, ému, questionné, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner pour découvrir d'autres récits humains, sincères et profonds. Votre soutien permet à ces histoires d'exister, de circuler et peut-être d'aider quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt pour une nouvelle page de vie, racontée avec cœur, respect et vérité.